Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 28 septembre 2022. À la une ce soir, une grande campagne de vaccination contre le choléra entamée dans 4 régions du Cameroun. Une mesure de riposte contre cette maladie qui a déjà coûté la vie à plus de 200 personnes cette année. Une opération bien accueillie, vous le verrez, dans le département du Mungo. Une nouvelle disparition d'un ancien haut commis de l'État. L'ancien ministre de la Défense Amadou Ali est mort hier à Yaoundé. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la prière à la mosquée de Tinga avant le départ de sa dépouille à Kolofata, à l'extrême nord. Et en Guinée-Conakry, Dadis Camara est ici accusé d'être responsable du massacre du 28 septembre devant la justice ce jour à l'ouverture du procès. Voilà pour les titres. Et avant de développer ces titres, 5 présumés trafiquants d'ossements humains interpellés par la brigade anticriminalité de la police judiciaire du littoral ont été présentés à la presse ce jour à Douala. Le sac contenant leur butin a été saisi à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala. Le schéma tracé par les infortunés n'ira pas jusqu'au sommet de leur ambition. Le récit de Samuel Baïha sur les images de Emmanuel Birvika. Tragique destin pour des profanateurs de tombes. Ce bois blanc, surnom des ossements humains au Cameroun, n'atteindra pas sa destination finale. Nous avons reçu un renseignement selon lequel des individus s'apprêtaient à vendre des ossements humains du côté de Bonabéry. C'est dans cette optique que nous avons déployé les personnels de la brigade anticriminalité de notre division. Avec un stratagème, nous avons pu interpeller donc 5 individus avec un sac contenant effectivement un squelette humain. Le squelette dépiécé et d'apparence complète, selon la police, a été transporté depuis la région du Nord-Ouest par ces 5 présumés trafiquants. Grâce à la collaboration de la population, nous avons pu mettre la main sur ce gang qui ramenait les ossements du côté du nord-ouest pour les écouler ici dans la ville. La brigade anticriminalité de la police judiciaire du littoral fait échouer l'ambition de vendre ces ossements dans les circuits de l'ombre. Nous appelons les populations à continuer à dénoncer tout fait suspect pour permettre que nous puissions rester dans la quiétude et les servir de manière plus efficace. À travers les grandes villes du pays, le phénomène de trafic d'ossements humains s'amplifie. Des jeunes s'y aventurent, ils apprennent à leurs dépens. Le réseau routier national au scanner, c'est le fil conducteur d'échanges débutés hier entre le ministre des Travaux publics et les différents responsables des projets exécutés en vue de la construction, la réhabilitation ou l'entretien de ces infrastructures dans les 10 régions du pays. Et les questions d'identifier les couloirs d'étranglement qui plombent l'avancée de ces travaux d'envergure et d'y apporter des solutions. Premier tronçon passé en revue hier, le réseau routier Nord. Janice Kamga et Serge Alain Zivou. 13 projets exécutés sur le réseau routier Nord passés en revue. Dès l'entame des travaux qui vont durer 4 jours en tout, focus sur les difficultés qui freinent ou ont conduit à l'arrêt des travaux sur les différents chantiers. À l'extrême nord, le projet intégrateur du pont sur le Logon, censé relier le Cameroun à la localité de Bangor au Tchad, bute sur l'instabilité du niveau du fleuve, avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Dans la zone du Mayo, actuellement, il y a beaucoup d'inondations. Il y avait une crise et le carburant avait été très difficile à avoir pour le cadre de notre projet, qui est très éloigné. En outre, le paiement des acomptes dans les délais impartis
pose problème. Il y a quelques problèmes liés à le paiement des décomptes et tout. Problème que le ministre s'est adopéré pour pouvoir résoudre dans les plus brefs délais. Des contraintes naturelles, des freins d'ordre technique auxquels les experts du ministère des Travaux publics ajoutent l'incivisme des usagers, notamment sur le tronçon Mora-Dabanga-Kousseri, l'un des projets les plus importants situé sur la nationale numéro 1. Dès lors que nous avons ces gros porteurs qui sont exagérément surchargés sur ce tronçon de route, qui ne respectent pas les barrières de pluie, ça va engendrer des bourbiers. Pour résoudre ces points critiques, des recommandations sont immédiatement formulées, notamment pour assurer une circulation permanente sur cet axe. Les automobilistes doivent être tenus à respecter 4 heures d'immobilisation. Après une pluie, nous allons mettre des portiques pour n'autoriser à la circulation que des camions qui respectent les gabarits qui sont conformes à la réglementation camerounaise. Les travaux se poursuivent jusqu'au 30 septembre. Prochains arrêts à l'ordre du jour de cette revue trimestrielle pilotée par Emmanuel Nganou Djoumessi, les réseaux routiers sud et ouest. Un réseau brouillé entre la Socapalm et France Télévisions devant les tribunaux depuis plus de 5 ans. La société camerounaise des Palmeraies accuse la chaîne française de diffamation après plus de 150 renvois. Le tribunal donne gain de cause aux plaignants. Près d'un mois après le verdict rendu ici à Douala, les avocats de la Socapalm donnent un point de presse pour expliquer les aléas qui ont conduit à rendre ce procès plus long. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana nous en disent plus. Voici le reportage à l'origine de la bataille judiciaire entre la Socapalm et France Télévisions. Le reportage qui constitue le corps du délit est intitulé « Bolloré, un ami qui nous veut du bien ». Il est réalisé dans une palmeraie au Cameroun et met en scène des ouvriers mineurs et des travailleurs qui se plaignent des conditions de vie et de travail inhumaines, accusant de ce fait la société camerounaise de Palmeraie de violation des droits de l'homme et de la réglementation en vigueur au Cameroun. Il est diffusé dans l'émission Complément d'enquête en date du 7 avril 2016 à la chaîne France Télévisions. Socapalm dénonce un traitement à charge déséquilibré, sans recoupement, condamne des allégations sans fondement portant atteinte à son honneur, sa réputation et à son image de marque. France Télévisions est traînée en justice pour diffamation par voie de communication audiovisuelle. Le 2 février 2017 débute l'audience par devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière correctionnelle. C'est le début d'une saga judiciaire entre les avocats des deux parties. 224 heures de débats contradictoires, 118 renvois, 4 collégialités de magistrats, avec chacune 3 juges. Au terme de 5 ans et 7 mois de procès, le verdict est rendu en faveur de la Socapalm le 1er septembre 2022. 5 ans et 6 mois supplémentaires pour un délit de presse pour lequel la durée, c'est 1 mois. Maître Tungan et Nakon de la Société civile professionnelle d'avocats, conseil de Socapalm dans la dite affaire, donne un point de presse à Douala pour présenter les péripéties. Le tribunal sanctionne France Télévisions de payer 100 millions de dommages et intérêts, dont 80 millions de francs CFA de préjudice matériel et 20 millions de francs CFA de frais de procédure et honoraires. Une affaire à suivre si l'accusé décide d'interjecter appel. Nous restons ouverts à la réaction des avocats de la partie condamnée. Et si les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique visent l'amélioration des transactions commerciales, il existe encore des zones d'ombre et des potentialités inexploitées par les entreprises. Selon la douane camerounaise, 700 opérateurs économiques ont déjà bénéficié des exonérations du droit de douane, mais la diversification des domaines serait un atout. Voyons cela avec David Sandio et Henri Tina. En termes d'échange, les accords de partenariat économique se présentent comme une aubaine dans le commerce international. L'exonération du droit de douane répond aux critères précis, d'où le besoin d'explications aux structures de petit calibre. À l'exportation des produits d'origine camerounaise vers l'Union européenne, il n'y aura pas de droits de douane à payer, il n'y aura pas de limites quantitatives, il n'y a pas de quotas.
Et ça, c'est le majeur, le plus important, je dirais, bénéfice de cet accord commercial, qui n'est pas seulement un accord commercial. Il y a aussi un aspect d'appui à des coopérations de développement. Donc il y a un aspect des mesures d'accompagnement à cet accord qui ont comme objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises camerounaises. Accord de partenariat économique et non pas un accord de dupes, mais l'appui de l'État est ici convoqué par le patronat. C'est un avantage incroyable si l'Afrique elle aussi pouvait mettre en place des subsides et qu'on ne laisse pas les entreprises se débrouiller toutes seules, parce que là, véritablement, c'est l'Union européenne, l'administration qui défend, qui facilite les entreprises, elles dorment tranquillement et les marchés sont ouverts. À contrario de nos pays qui se débrouillent tout seuls. Au dit des responsables de la douane camerounaise, près de 700 opérateurs camerounais ont bénéficié des APE dans le secteur de la banane, du pétrole, du bois, de l'aluminium et du caoutchouc. Mais ce n'est pas suffisant. On voudrait qu'il y ait plus de diversification et plus de produits davantage. L'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne entre en application en 2014, mais le bien fondé n'est pas toujours compris, d'où les séances d'explication comme celle de Douala. Et l'économie du continent africain fragilisée par les crises actuelles dans le monde. Et il est plus qu'urgent pour ces États de militer pour une cohérence africaine afin de muter complètement vers une transformation structurelle de cette économie devenue moins résiliente face aux nombreux chocs. Le forum de réflexion Premier Up and Learn de Douala est la plateforme nécessaire pour du concret. Lille Piediou et Marius Kosso. Les économies africaines ne sont pas suffisamment structurées pour créer de la valeur sur le continent, encore moins résiliente aux crises actuelles. Est-ce qu'aujourd'hui le mindset des Africains, des Camerounais est structuré pour pouvoir embrasser ces défis? Nous pensons qu'il y a fort à faire là-dessus. Il faut une transformation totale du mindset, de nouveaux paradigmes, et cela passe par l'éducation que nous donnons à nos jeunes. Il y a aussi les marchés. La profondeur des marchés aujourd'hui ne permet pas véritablement qu'on puisse être à un niveau optimal. La zone de libre-échange continentale se positionne désormais comme une réponse à ces insuffisances. La zone de libre-échange vient comme une opportunité, mais une opportunité qui, on le verra, devrait susciter la transformation. Si elle ne suscite pas de transformation au niveau local, ça restera une opportunité pour les autres. Ceux qui, eux, sont en train d'aller vers une transformation qui leur permettra d'adresser ces opportunités de manière efficace. Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs à la croissance du continent doivent s'appuyer sur le concept cohérence africaine pour une Afrique plus performante économiquement. D'où la 3e édition du forum de réflexion Premier Up and Learn, annoncé à Douala du 12 au 14 octobre. Avec la participation des acteurs de la transformation de la sous-région. Monsieur Paul Obambi, qui est le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, mais qui est avant tout l'un des industriels les plus performants du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, c'est le propriétaire de la mine de fer du Congo, une mine opérationnelle, et qui vient en partage non seulement d'expérience, mais partage de dynamique, mise en lumière des opportunités. Cette 3e édition, axée sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la nécessité impérieuse de la promotion des contenus continentaux, va à coup sûr accélérer la transformation structurelle de l'Afrique et refaçonner les marchés et les économies du continent. Et la Banque des États de l'Afrique centrale vient de prendre des résolutions dans un contexte d'inflation en zone CEMAC. Monique Naoussi avec moi sur ce plateau pour en parler. Bonsoir Monique, que faut-il retenir des dites mesures ? Eh bien, Alain Ghislain Kanga, si nous partons de la définition selon laquelle l'inflation, c'est l'augmentation des prix
des produits et des services pendant une période relativement longue, on va donc dire que les décisions qui viennent d'être prises par les responsables de la BEAC lors de leur réunion monétaire visent justement à juguler, à réduire les effets de cette inflation. Alors que ce soit le taux d'intérêt de l'appel d'offres ou le taux de facilité marginale, les deux relevés vont contribuer à rendre le crédit un peu plus cher. Et donc, si le crédit un peu plus cher, cela va contribuer à décourager les banques commerciales à acheter les liquidités monétaires au niveau de la banque centrale. Et donc, de facto, il y aura moins de liquides en circulation au niveau de la sous-région CEMAC. Car généralement, quand il y a une surliquidité monétaire, cela participe à une inflation. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer la morosité de ce contexte économique ? Oui, Alain Jocelyn Kanga, mesdames, messieurs, nous assistons depuis un bon bout de temps à une forme d'inflation généralisée. Le contexte international, la conjoncture est de plus en plus difficile, d'autant plus que nous assistons au renchérissement des cours des produits de consommation, les produits pétroliers. Nous sommes également en train d'assister à une dévaluation de l'euro par rapport au dollar. Nos importations, nous les faisons avec le dollar et on sait également que l'euro à laquelle est arrimée notre monnaie est déjà sous le dollar. Et donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que cette inflation n'est pas circonscrite en Afrique centrale. On parle des prévisions de 5,2% de taux d'inflation d'ici la fin d'année 2022. Même si les prévisions, la surveillance monétaire situent l'inflation autour de 3%, eh bien, de l'autre côté de l'Hexagone, la France, elle est autour de 6,5%. Les États-Unis frôlent les 9% et plusieurs pays de la zone euro sont à 20%. Alors, si ces statistiques sont au-dessus de celles de la sous-région Afrique centrale, cela n'appelle pas les pays à dormir sur leur laurier ou que non. Tous ces pays sont unanimes et ont développé des solutions endogènes en mettant sur pied une économie structurelle. On va parler de la consommation ou la production des produits qui sont consommés localement et donc la sortie de crise sera ce qu'on entend à travers la SND 30, l'import-substitution, davantage produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Merci beaucoup Monique Naosi pour ces éclairages. Et l'actualité se poursuit avec cette campagne de vaccination contre le choléra qui est lancée dans les 4 régions les plus touchées, parmi lesquelles le littoral. Dans le département du Mungo, les équipes médicales ont déjà administré les premières doses de vaccins aux populations qui ont répondu présent. Deva Rionda et Luciano Ndiako. Depuis le mois de juillet 2022, le département du Mungo a été fortement secoué par l'avènement de l'épidémie du choléra avec les foyers de contamination détectés dans plusieurs arrondissements du département, dont plus de 300 cas ont été testés positifs et une vingtaine de décès enregistrés. Une situation sanitaire qui a contraint le personnel de santé à développer des stratégies pour mettre les populations à l'abri de toute contamination. Et parmi ces stratégies, cette campagne de vaccination. Le choléra est présent dans le district de Loum depuis le mois de juillet 2022, où nous avons observé le tout premier cas. Il faut déjà le rappeler que les districts voisins tels que Njombe-Penja, était déjà dans l'épidémie de choléra et avec le mouvement de personnes, il était normal qu'à un moment donné, le choléra arrive au district de santé de Loum. Une initiative hautement saluée et appuyée par les autorités administratives en vue de lutter efficacement contre cette maladie. La ville, l'arrondissement de Loum est impacté par l'épidémie de choléra. Aujourd'hui, nous sommes ici pour continuer à implémenter l'action de l'État qui amène un élément en plus
dans cette lutte contre le choléra qui est la vaccination. Donc tout ce que nous voulons maintenant, c'est que les populations adhèrent à la vaccination, parce que la vaccination confère déjà une immunité personnelle à chaque personne qui est vaccinée. Et si nous sommes vaccinés, cela va de soi qu'il y aura également une immunité collective. Le respect des règles d'hygiène élémentaire, au-delà des mesures gouvernementales véhiculées par le personnel de santé, reste cependant une arme efficace pour lutter contre le choléra. Et près de 5000 chiens et animaux de compagnie reçoivent par an des doses de vaccins antirabiques, une zoonose dangereuse pour la santé. Et à la faveur de la 16e journée mondiale de la lutte contre la rage, les échanges entre dresseurs, maîtres de chiens, permettent de lutter contre le virus. David Sondio et Thierry Nana. Par des aboiements, les chiens marquent leur présence. Ici, ils se font vacciner pour éviter la rage. Une des 10 zoonoses combattues, puisque la prévention est facile par la vaccination, question d'éviter d'éventuelles transmissions. Ceux qui sont propriétaires du chien, prenez vos responsabilités, allez chez le vétérinaire et faites vacciner vos animaux. Le vaccin est disponible tout le temps, le vaccin protège pendant une année et c'est une vaccination annuelle. Ça veut dire que chaque année, on refait la même chose. Vous êtes sûr que vos enfants sont protégés à la maison, vous êtes sûr qu'au quartier, vous n'aurez pas de problème. Après un moment de relâchement, ces 2 dernières années, du fait de la Covid-19, les propriétaires des chiens et autres animaux domestiques à sang chaud prennent rendez-vous chez le vétérinaire. Dans le Vouri, par exemple, on réussit souvent à vacciner environ 5000 chiens. Donc, généralement, 4900 chiens. Et sur les 4900 chiens, il y a souvent entre 200 et 300 chiens de gardiennage. Donc la majeure partie, ce sont les bergers allemands. Et puis on a les Rottweiler, les Doberman. Et puis la minorité, ce sont les chiens communs, c'est-à-dire les chiens congolais, c'est-à-dire nos chiens de race locale. À la faveur de la journée de lutte contre la rage, les dresseurs et autres maîtres des chiens prennent des informations, gage de la santé de l'animal de compagnie. Je passe voir le vétérinaire pour les vaccinations, pour ces vitamines et aussi les techniques de dressage. Parce qu'à chaque espèce, chaque race, il y a sa manière de dresser. La 16e journée mondiale de la lutte contre la rage donne l'occasion une fois de plus à la sensibilisation. Et dans le carnet noir de ce journal, Amadou Ali, ancien ministre de la Défense, est décédé hier à Yaoundé. Avant le départ vers son village natal à Kolofata, à l'extrême nord, sa dépouille a eu droit à des prières ce matin à la grande mosquée de Tinga à Yaoundé, en présence de plusieurs membres du gouvernement et amis du défunt. Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. Peu avant 8 heures, ce 28 septembre, la dépouille du ministre Amadou Ali fait son arrivée au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. Décédé mardi soir, alors qu'il revenait de Suisse pour des soins médicaux, ce haut commis de l'État entame ici son dernier voyage vers Allah. Une prière est dite en sa mémoire avec au rang des fidèles de nombreux membres du gouvernement pour qui Amadou Ali a été un précurseur. C'est une bibliothèque, c'est un haut commis de l'État qui a disparu. Nous sommes très émus. Un modèle, pas une bibliothèque, une encyclopédie. Parce qu'il connaît ce pays pour avoir servi les 2 chefs d'État, servi le président Aïdjo, servi le président Biya. Serviteur du Cameroun qui a mis à la disposition sa force, son énergie, son temps, toutes les ressources dont il disposait. La dépouille prend ensuite le chemin de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, d'où il sera acheminé vers Maroua. Ici encore, de nombreux collaborateurs du défunt sont venus lui faire leurs adieux. C'est le cas de l'ancien ministre Pierre Moukoko Bonjo, qui pendant longtemps a côtoyé l'illustre disparu à divers niveaux de la machine gouvernementale. C'est une longue histoire, qui date d'ailleurs très loin, depuis l'époque où j'étais conseiller spécial et porte-parole du Premier ministre Sadou Ayatou. Ça c'était le début des années 90. M. Amadou Ali était secrétaire d'État à la Défense. Il était très proche de Sadou Ayatou, donc on se retrouvait pratiquement tous les 2-3 jours sur Sadou Ayatou. Sa vie terrestre, Amadou Ali l'a presque passé entièrement au service de la nation.
Entre 1983 et 2019, année à laquelle il quitte officiellement le gouvernement, il aura imprimé sa marque au sein de l'État en tant que vice-premier ministre, secrétaire général de la présidence de la République, ministre de la Défense, ministre de la Justice, entre autres. Il s'éteint à l'âge de 79 ans. Ancien secrétaire d'État à la Défense, ancien secrétaire général à la Présidence, ancien ministre de la Défense, ancien ministre d'État à la Justice, ancien ministre délégué chargé des relations avec les assemblées, l'ex-vice-premier ministre Amadou Ali, décédé mardi, aura été l'un des sécurats principaux sous le renouveau. Il a notamment marqué de son empreinte l'opération main propre dénommée Épervier. Retour sur le poids d'Ali dans cette opération Épervier avec Rodrigue Tanguay. Pour certains, c'est l'exécuteur qui s'en est allé. Mais pour d'autres, ce qui est sans doute plus conforme avec la réalité, c'est l'un des principaux bras séculiers du chef de l'État en matière de sécurité durant 4 décades qui a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans au bout de tumultes sanitaires l'ayant conduit jusqu'en Occident. Le tout-puissant ex-ministre de la Justice entre 2001 et 2011, qui aura été admis aux distinctions successives de ministre d'État, puis de vice-premier ministre, s'en va laissant le souvenir d'un homme ayant traqué les barons, faisant mauvais commerce avec la fortune publique. La gâchette de l'opération Épervier. Ces méthodes jugées généralement cavalières par ses victimes, que la mainmise supposée au réel de la chancellerie sur les procédures judiciaires, de la phase des arrestations parfois spectaculaires, aux enquêtes préliminaires, de la phase juridico-judiciaire à celle des conditions de détention, avait fini de présenter le menhir de Kolofata comme acharné. Soit acharné de rendre justice, soit d'exécuter absolument la feuille de route de son maître, le chef de l'État, ou encore acharné de préparer une succession qui lui serait favorable à lui et aux siens, à la tête de l'État. La perception changeant selon qu'on soit admirateur ou critique sur la méthode Ali. Sur ce dernier volet d'ailleurs, un câble de Wikileaks révélait en 2011 que l'administrateur civil hors échelle au gouvernement entre 1983 et 2019 était attaché à un retour du pouvoir au Grand Nord après Paul Biya, sans transit par le Grand Ouest ou la côte. Kanuri du Mayo Sava est francophone. Ali avait nié publiquement avoir fait cette confidence à un ex-ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, évoquant son anglais approximatif. Sur un autre pan, bourreau des éperviables, un ex-secrétaire général du Palais de l'Unité, détenu en Kondengui qui lui écrivait une lettre ouverte, n'est pas loin de le présenter comme un justicier, un épurateur. Mais pour le chef de l'État, Amadou Ali aura été sans doute un serviteur loyal, humble, disponible et surtout intègre. En témoigne son long séjour à ses côtés depuis 1982, comme collaborateur au point d'en faire un apparatique. Et aussi la conduite du dossier Bakassi, qui connut, comme on le sait, un dénouement heureux. Dans l'actualité également, ce mercredi 28 septembre, le monde a célébré la Journée internationale d'accès à l'information. Au Cameroun, les bibliothécaires, archivistes, documentaristes et muséographes ont partagé leur expérience acquise dans leur domaine, mais aussi renforcé les compétences numériques des gestionnaires des bibliothèques et services d'information au cours d'un séminaire qui a débuté ce jour à Yaoundé, à l'initiative de l'association Abadkam. Et je vous propose d'écouter son président Alim Garga, sélectionné par Maria Mazou. Lorsque vous parlez de l'accès à l'information, beaucoup de personnes pensent exclusivement aux médias. Alors nous avons pour ambition de faire connaître au public, au grand public, que l'information ne se réduit pas simplement aux médias. Et c'est pour cela que je salue la présence des représentants des médias que vous êtes pour nous aider justement à sensibiliser. Au-delà de ça, nous pensons également qu'il faut outiller les responsables des bibliothèques et services d'information. Il faut les former pour qu'ils puissent relever les défis qui se posent à l'heure actuelle. Diffuser l'information, mais également être parmi les centres ou les bibliothèques qui diffusent des informations crédibles, des informations pertinentes. Et pour cela, nous sommes à pied d'œuvre.
Et un métier où il n'est pas toujours aisé d'avoir accès à l'information, le journalisme. Les journalistes peinent à s'abreuver à la bonne source au Cameroun. Une atteinte à l'exercice de leur métier qui prête le flanc à la prolifération des fake news. Maria Mazou, une fois de plus, et Bertrand Tiassé. Désiré est journaliste et présentateur à la chaîne de télévision privée Cam10, ici à Yaoundé. Les papiers d'enquête, il y met un accent particulier. Sauf que dans la plupart du temps, il fait face à des barrières très hautes qui freinent son travail. Si vous, pour besoin d'enquête, parce que vous rédigez un papier, nous sommes parfois obligés de travailler qu'avec une seule version de l'histoire. Un avis que partage son confrère du quotidien Le Messager. Aujourd'hui, il faut remonter, aller attendre le directeur. Comme vous le dit, le temps, l'information est périssable. Aujourd'hui, il faut peut-être avoir des moyens de contournement pour pouvoir avoir l'information derrière. Et surtout, les personnes qui vous donnent l'information vont vous dire qu'il faut dire que ce n'est pas moi. Cette situation se transforme en un véritable casse-tête lorsqu'il s'agit d'une actualité brûlante. Vous avez une nouvelle qui tombe à midi, vous voulez boucler ça pour le journal de 18h. Vous ne pouvez pas appeler à un ministère qui peut vous confirmer ou vous infirmer l'information dans l'heure. Il faudra attendre la conférence de presse qui viendra demain et ça, c'est un problème. Sans tenir compte que ces derniers ont une contrainte de deadline à respecter. Un rédacteur en chef qui vous dit qu'il veut le papier le soir, il s'en fout un peu de savoir si le proviseur du lycée va vous ouvrir ses portes ou si le surveillant général voudra bien parler. Donc parfois on est obligé de bâcler certains éléments qui pourraient autrement être mieux traités. Face à ce manque de célérité et le centralisme des informations, les fake news prennent donc le dessus et dictent leur loi sur la toile. Lorsqu'on n'a pas l'information officielle à temps ou lorsqu'on l'a trop tard, on a laissé passer les fake news et il devient beaucoup plus compliqué de rattraper ce qui a déjà été pondu sur les réseaux sociaux. Normal qu'ils prennent de l'avance car les journalistes, conscience professionnelle l'exige, doivent d'abord vérifier leurs informations avant la diffusion. D'où l'importance d'avoir un carnet d'adresses bien garni et un background assez solide. C'est comme cela. Les gens ne veulent pas livrer l'information parce qu'on peut analyser, interpréter l'information contre lui et c'est lui certainement qui sera peut-être mal vu ou sanctionné. Ce 28 septembre, on célèbre la Journée internationale d'accès à l'information sous le thème « L'intelligence artificielle, e-gouvernement et accès à l'information ». Et à l'étranger, tous les regards sont tournés depuis ce matin vers la Guinée-Conakry où s'est ouvert le procès de l'ancien chef d'État Moussa Dadis Camara et ses co-accusés 13 ans après le massacre du 28 septembre. Et puis au Mali, retour sur cet accueil triomphal réservé au Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga après son discours à la tribune des Nations Unies où il a qualifié ouvertement la France de junte sans critiquer quelques chefs d'État africains, notamment ceux du Niger, de la Côte d'Ivoire et le secrétaire général de l'ONU, l'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmande. Ouverture ce jeudi du procès des responsables du massacre du 28 septembre en Guinée-Conakry. Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés doivent répondre aujourd'hui pour la première fois devant un tribunal guinéen de cet effroyable massacre commis le 28 septembre 2009. Un procès qui fait courir de nombreuses personnes. À la veille, la cour d'appel de Conakry a décidé d'envoyer Moussa Dadis Camara en prison. Aujourd'hui, avec des larmes aux yeux, que nous avons assisté à cette injustice qui a consisté à embarquer nos 6 clients et à les conduire à la maison centrale où ils seront retenus sûrement tout le temps de la procédure. C'est qui les 6 là? Nous avons présenté de la jurisprudence, nous avons développé tous les arguments, nos clients étaient satisfaits, nous-mêmes nous étions satisfaits parce qu'en réalité, ils ne doivent pas être privés de la liberté. Les Maliens célèbrent le retour du Premier ministre par intérim Abdoulaye Idrissa Maïga après son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et bien entendu l'ensemble du peuple malien. Vous savez, nous sommes des exécutants et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir. Et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne.
Pendant ce temps, lors d'un déplacement en Côte d'Ivoire, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, réitère que le soutien français est total. La situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés. En visite au musée national à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'ancien président français François Hollande a plaidé à Kinshasa pour la fin des ingérences et une force des Nations Unies plus efficace pour ramener la paix dans l'est du pays. Je vais dans l'est du Congo aussi cet après-midi et demain parce que c'est une zone qui reste encore, hélas, trouble et avec des victimes civiles nombreuses. Et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. Cette présence des forces des Nations Unies, elle est indispensable pour dissuader, pour protéger. Et il ne faudrait pas, parce que justement il y a encore des exactions qui sont commises, que l'on mette cette mission-là en cause. Des personnes visitent le musée égyptien dans le centre de la capitale égyptienne, le Caire, lors des célébrations de la Journée mondiale du tourisme et du 200e anniversaire de l'égyptologie par le déchiffrement des hiéroglyphes. Récupérer des antiquités égyptiennes de l'étranger est une tâche difficile. Le gouvernement égyptien devrait prendre des mesures car nous avons 5 pièces principales que nous espérons récupérer. Nous demandons que ces antiquités nous soient rendues afin que nous puissions les exposer au grand musée égyptien. Elles ont été envoyées illégalement à l'étranger. Le ministère est très attaché au retour des antiquités égyptiennes de l'étranger conformément aux lois en vigueur. L'Égypte a signé de nombreux accords internationaux et est membre de l'UNESCO. Si vous regardez le bilan des pièces restaurées au cours des dernières années, vous constaterez que le ministère a réussi à restaurer des dizaines de milliers de pièces. Le 27 septembre, l'Égypte a autorisé le libre accès à tous ses musées, à ses ressortissants et aux résidents étrangers. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.